Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. François Hollande évoque un début de retrait des troupes françaises du Mali dès le mois d'avril. Le président s'est exprimé après la mort d'un 4e soldat depuis le début de l'opération Serval. Il a également évoqué pour la première fois l'élimination de chefs terroristes, sans toutefois préciser s'il s'agit d'Abou Zayed ou encore de Mokhtar Belmokhtar, donné pour mort par le Tchad. Des centaines de milliers de Vénézuéliens se sont pressés à Caracas sur le passage du cercueil de Hugo Chavez, décédé hier soir, et les réactions sont venues du monde entier pour rendre hommage à un leader charismatique, sans oublier pour certains d'égratigner une personnalité contrastée. En France, le gouvernement a opté pour un hommage discret à la gauche de la gauche. Il a été au contraire très appuyé. Notre invitée Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière nous en parlera tout à l'heure. La figure du recours du héros providentiel refait surface à droite en la personne de Nicolas Sarkozy. L'ancien président se voit ainsi en tous les cas. Dans Valeurs Actuelles, il estime qu'il pourrait être obligé pour la France de revenir en politique. Nous verrons que le timing et les mots ont été savamment choisis. C'est le thème de notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le brigadier chef Wilfried Pingot, 37 ans, faisait partie du 68e régiment d'artillerie d'Afrique de la Valbonne dans l'Ain. Il a été tué lors de combats contre les groupes islamistes armés non loin de la ville de Gao. C'est le 4e soldat mort pour la France depuis le début de l'opération Serval au Mali. François Hollande lui a rendu hommage aujourd'hui et le président a annoncé le début du retrait des troupes françaises à partir du mois d'avril. Il s'exprimait depuis Varsovie où se tenait un sommet pour la défense européenne. On l'écoute. Nous sommes dans la phase ultime de notre engagement au Mali. La phase la plus difficile, celle qui nous met en contact avec les groupes terroristes eux-mêmes. À partir du mois d'avril, il y aura une diminution du nombre de soldats français au Mali dès lors que les forces africaines seront en relais, appuyées par les Européens. Et j'ajoute qu'une commission dialogue et réconciliation sera créée au Mali, annonce faite tout à l'heure par le Conseil des ministres maliens. Dans l'actualité, les chefs d'État du monde entier ont réagi après l'annonce du décès du président Hugo Chavez. Les premiers ont été les Sud-Américains. La présidente Dilma Rousseff, très émue, a souligné la perte irréparable d'un ami du Brésil. Côté américain, Barack Obama a soigneusement évité d'évoquer le nom du leader vénézuélien, préférant insister sur le nouveau chapitre qui s'ouvre pour le pays. Service minimum donc. Et en France, la prudence est de mise au sommet de l'État, communiqué très mesuré de François Hollande qui contraste avec l'hommage appuyé à la gauche de la gauche. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Idéaliste révolutionnaire, fervent catholique, Hugo Chavez s'inscrit dans la lignée des grandes figures révolutionnaires sud-américaines. Simon Bolivar, Che Guevara, Fidel Castro. En France, une partie de la gauche revendique ces exemples. Hugo Chavez était une source d'inspiration pour Jean-Luc Mélenchon, très ému ce matin. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Hugo Chavez n'a pas seulement fait progresser la condition humaine des Vénézuéliens, il a fait progresser d'une manière considérable la démocratie. Des propos plus mesurés au sein de la gauche gouvernementale. La gauche française, bien sûr, elle a des différences. Nous ne partagions pas l'intégralité des convictions d'Hugo Chavez, vous le savez. Dictateur, révolutionnaire, provocateur, les adjectifs pour qualifier Hugo Chavez pleuvent depuis sa disparition. Supporters ou détracteurs, tous s'accordent sur son charisme, y compris à l'UMP. Démocrate autoritaire, disons. Voilà. Mais il avait su parler à son peuple. Et il avait, vis-à-vis des plus pauvres, de ceux qui étaient tout à fait en dehors du coup de la mondialisation, un discours qui portait. Alain Juppé reconnaît l'aura du commandante vénézuélien et à l'extrême droite, on salue la posture d'un homme qui a su tenir tête.
Ça peut être sur certains points une source d'inspiration, oui. Si on peut se défaire des griffes d'une politique de l'OTAN, de l'Union européenne, du FMI, de l'OMC qui nous conduit aujourd'hui, on le voit bien dans le mur, eh ben c'est très bien. Maintenant, pas de source d'inspiration avec Chavez sur la corruption, sur une certaine forme de contrôle des médias. Entre président populaire et dictateur populiste, la classe politique balance. Reste le respect pour l'action d'un homme qui a su donner un nouveau souffle à son pays. Et quelle que soit la tonalité des hommages rendus dans le monde entier, ce qui marque aujourd'hui, c'est l'émotion du peuple vénézuélien. Des milliers de personnes se sont pressées à Caracas sur le passage du cercueil de Hugo Chavez. En pleurs, sous le choc, ils ont rendu un dernier hommage à leur héros, Simón Barbary. Y el último día resucitaré de la tierra. Une vague humaine pour accompagner leur héros dans les rues de Caracas. Depuis hier soir, les partisans d'Hugo Chavez pleurent celui qui, durant 14 ans de pouvoir sans partage, fut l'une des figures du socialisme latino-américain. Nous sommes tristes parce que nous avons vraiment perdu un homme très précieux sur cette terre. Nous n'aurons plus jamais un autre homme comme le président Chavez. Nous n'aurons jamais plus un leader comme lui. C'est d'abord un coup d'État raté en 1992 contre le président Carlos Andrés Pérez qui révèle au monde cet ancien parachutiste. Finalement, c'est par les urnes qu'El Comandante accède au pouvoir en 1999 avec 56% des voix. Pour mener sa politique, Hugo Chavez dispose d'un trésor, le pétrole, une ressource qui a fait de lui un président très populaire auprès des plus démunis. Grâce à l'argent des exportations, il avait mis en place de nombreux programmes sociaux dans l'éducation, la santé, le logement ou l'alimentation. Charismatique, orateur hors pair, Hugo Chavez monopolisait les écrans de télévision où il y multipliait les prises à partie et les plaisanteries. À 58 ans, il semblait infatigable. Taxé de populiste par l'opposition, ses adversaires lui reprochaient ses sympathies pour le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad ou encore l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Mais Hugo Chavez savait rester pragmatique. Malgré ses critiques incessantes contre les États-Unis, il n'a jamais suspendu les ventes de pétrole à la première puissance mondiale. Fin stratège, au mois de décembre dernier, il avait pris soin de désigner son vice-président Nicolás Maduro comme successeur. Une nouvelle élection présidentielle aura lieu dans les 30 jours, conformément aux instructions laissées par El Comandante. Et notre invitée ce soir, c'est la porte-parole de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors, on vient de voir cette immense émotion du peuple vénézuélien. C'est saisissant, une telle communion. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Hugo Chavez ? De fait, c'est effectivement quelqu'un qui avait su tenir tête aux intérêts des multinationales, américaines en particulier, qui avait su se confronter aussi avec la bourgeoisie nationale vénézuélienne dans le pétrole et qui avait donc su leur rogner un peu de leur profit pour le redistribuer effectivement dans ces missions sociales qui ont véritablement été un progrès pour la population la plus pauvre. Donc ça, c'est, je pense qu'on le voit bien, ça en est la preuve. Maintenant, pour nous, c'était pas un modèle. Je ne partage pas, moi. Vous n'êtes pas dans la dévotion béate. Non, je partage pas cette adoration aveugle que semble ressentir donc Mélenchon. Mais je ne pense pas que ce soit non plus... Très ému, presque atteint. Il a dit que c'était un jour de deuil pour lui. Écoutez, je ne sais pas, dans tous les cas, pour nous, Lutte ouvrière, c'était pas un modèle. Et le fait est que Hugo Chavez n'a jamais voulu véritablement remettre en cause la propriété privée, y compris de ces trusts pétroliers, parce que les intérêts privés sont toujours là, y compris les multinationales américaines qui prennent leur part tout de même. Et de fait, la population est loin d'être émancipée. En définitive. Et moi, ce que j'en dis, c'est que justement, Hugo Chavez ne représentait pas en réalité l'émancipation de la population vénézuélienne et encore moins des travailleurs des autres pays. On retiendra de lui qu'il est resté jusqu'au bout, fidèle à ses convictions. Il a voulu en tous les cas un monde plus juste et faire basculer le pouvoir vers le sud. Même ses détracteurs sur la scène nationale vénézuélienne le reconnaissent. En tout cas, on peut lui reconnaître effectivement ce courage-là. Ce courage-là, et c'est assez rare effectivement dans les pays pauvres de voir finalement des dirigeants qui ne se laissent pas acheter. Qui ne se laissent pas acheter effectivement par les grandes puissances impérialistes. Donc ça, on peut le lui reconnaître, c'est sûr. Alors, autre sujet.
Retour en France à présent. Le projet de loi transposant l'accord sur la réforme du marché de l'emploi a été donc adopté ce matin en Conseil des ministres. Il sera examiné par les députés début avril, puis le texte viendra au Sénat pour une adoption définitive en mai. Un accord historique comme l'a rappelé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault ce matin. On l'écoute. Réformer notre pays, et les Français le souhaitent dans leur immense majorité. Ce n'est pas par la méthode autoritaire et la méthode brutale, c'est la méthode qui consiste à rechercher des compromis, à rechercher des accords qui au final bénéficieront à tous et qui permettront de repartir de l'avant. C'est le premier accord de cette importance depuis 30 ans. Donc les choses sont en train de changer dans notre pays. Je crois que notre pays qui connaît beaucoup de difficultés a les moyens de réussir, a les moyens de s'en sortir. Nathalie Arthaud, les socialistes, on l'a entendu, sont fiers de cet accord sur la sécurisation de l'emploi. La droite le juge plutôt positif. Vous êtes un peu seul à la gauche de la gauche pour le dénoncer. Écoutez, c'était un accord honteux et c'est un projet de loi qui est honteux. Voilà, on nous présente ça comme un accord gagnant-gagnant, mais moi je vois très bien ce que le patronat y gagne, ça c'est sûr. Et lui d'ailleurs le voit très bien aussi puisqu'il le défend, la droite va le voter, etc. Donc ça, on voit très bien ce que le patronat y gagne. Qu'est-ce qui gagne les travailleurs ? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Rien, absolument rien. Le patronat a gagné sur toute la ligne. C'est la flexibilité, c'est la mobilité. Le patronat va pouvoir baisser les salaires, comme s'ils n'étaient pas déjà assez bas, les salaires. Tout ça à leur convenance, en fonction de leurs affaires. Écoutez, ça c'est inacceptable. Vous parlez d'un accord de la honte, jugé inacceptable, mais quelle conclusion tirez-vous de la mobilisation, pourtant, je n'allais pas dire faible, mais en tout cas en demi-teinte, hier, pour dénoncer cet accord? Je pense que c'était nécessaire, indispensable, de dire justement que il y avait des travailleurs qui n'étaient pas d'accord. Mais pourquoi si peu de monde l'a dit? Écoutez, on nous fait croire que les travailleurs sont d'accord parce qu'il y a eu effectivement une signature à poser derrière un accord. Et on nous explique que finalement, tout le monde, c'est le dialogue social, etc. Mais c'est pas du tout cela. Non, c'est un chantage patronal où finalement, le patronat laisse le choix aux travailleurs entre travailler plus et gagner moins, ou alors être licencié, être mis à la porte. Vous pensez que c'est du dialogue social, ça ? Ça, c'est du chantage. Et un chantage que les travailleurs subissent dans toutes les entreprises aujourd'hui et qu'on voit finalement... il est légalisé au travers ce manque de mobilisation. Je crois que c'est un début. J'espère, moi, que ça va grandir. Dans tous les cas, vous savez, il y a une chose qui est sûre. C'est que si on ne dit pas non, si on ne dit pas qu'on n'est pas d'accord, si on ne le dénonce pas, eh bien on préparera les coups suivants. Donc il fallait absolument qu'il y en ait qui se lèvent et je pense que ça prépare effectivement l'avenir. Dans ce contexte de forte hausse des chiffres du chômage, de réelles difficultés, vous l'avez dit, il n'y a pas, peut-être que cela vous déçoit, vous allez nous le dire, de mobilisation massive, pas d'explosion sociale. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une acceptation du fait qu'il faut faire des efforts et parfois des sacrifices ? Moi, je ne crois pas qu'il y a cette acceptation-là. Non, je crois qu'aujourd'hui, le rapport de force, il est celui que vous dites, mais ça peut changer. Et moi, je suis convaincue que tous ces coups qui nous tombent sur la tête, parce qu'il y a cet accord, effectivement, ce projet de loi, mais il y a aussi le recul sur les retraites. Il y a aussi ce plan d'austérité qui va être encore aggravé. Et tous ces coups qui nous tombent sur la tête, ils vont finir effectivement par la faire exploser, cette colère. Et moi, je souhaite qu'elle explose, mais qu'elle soit consciente la plus possible, de façon à ce qu'on avance nos revendications. Vous parlez d'explosion sociale, mais vous n'appelez pas à des violences. Mais quand on entend explosion. Écoutez, mais non, mais ça, c'est des déformations, justement, et ça suffit un petit peu, tous ces amalgames, ce que j'ai entendu, effectivement, sur cette loi d'amnistie sociale. Bon, je trouve ça très choquant. Écoutez, ce qui se passe dans le pays, c'est catastrophique. Et c'est une violence qui est en train, effectivement, de frapper de plein fouet des dizaines de milliers de travailleurs. C'est le chômage, c'est la misère, c'est les baisses de salaire, c'est les petites retraites. C'est ça la violence qui est vécue au quotidien par les travailleurs. Il faut pas renverser les choses. Chez Renault, l'accord de compétitivité a reçu un aval important avec 2 syndicats qui valident l'accord, la CGC, mais FO, Force ouvrière. Cet accord prévoit, je vais le rappeler aux téléspectateurs, le maintien d'usines en France et en contrepartie, les salariés travaillent plus tout en acceptant le gel de leur salaire en 2013. Force ouvrière, qui défilait donc hier, accepte cet accord de compétitivité chez Renault. C'est une avancée ?
Bien sûr que non, ce n'est pas une avancée. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de travailleurs de Renault qui ont fait grève ces dernières semaines pour le dénoncer, justement. Donc c'est une trahison ? Cet accord. Ça ne représente pas, en tout cas, le point de vue de tous les travailleurs. Ça, c'est pas vrai. Et il y a, en plus, vous savez, quand même, 12 jours de plus travaillés, 10 minutes par jour. Donc là, vous comprenez avec Sarkozy. Mais la contrepartie, le maintien d'usines en France, vous y tenez également. Sarkozy avait trompé les travailleurs en disant travaillez plus pour gagner le verre plus. à moitié plein. Avec Hollande, on est en train de dire aux travailleurs vous allez travailler plus et vous allez gagner moins. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Et on va nous faire passer ça pour une avancée. Mais non, écoutez, même chez Renault, ce qui est scandaleux, c'est qu'ils ont d'ores et déjà prévu de supprimer 8200 emplois. Alors, 8200 emplois, c'est l'équivalent d'une usine. Alors, d'accord, peut-être que géographiquement, tous les sites resteront ouverts, mais la réalité, c'est qu'avec les départs à la retraite, les départs volontaires, il y aura 8200 emplois de moins. Vous solidarisez donc de forces ouvrières chez Renault, avec lesquelles vous défiliez hier. Moi, je me solidarise évidemment avec les travailleurs qui ont refusé depuis le début cet accord, et je pense qu'ils continueront d'ailleurs à résister. On vous voit régulièrement avec d'autres camarades de gauche sur les sites menacés de fermeture. Quel est votre rôle sur place ? Écoutez, moi, je vais là où les travailleurs, effectivement, sollicitent ma présence pour affirmer ma solidarité, parce qu'ils pensent que ça peut être utile, que ça peut faire connaître leur combat, etc. Maintenant, je crois que, justement, moi, ce que je porte et mon rôle, c'est de dire que, justement, il y a une autre politique et il y aurait des mesures urgentes à mettre, effectivement, en avant. C'est cette interdiction des licenciements. Mais Nathalie Arthaud, à ces salariés, parce que vous leur dites de colère, on parle d'explosion, mais justement, moi, je veux que cette explosion de colère, elle soit consciente, c'est-à-dire que les travailleurs ne se battent pas pour rien, qu'ils sachent quels objectifs et quelles revendications mettre en avant. Ces salariés, vous leur dites finalement ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que ce n'est pas facile de jouer les marchands de rêve quand la sacoche est vide? Mais vous savez, les travailleurs ne rêvent pas. Les travailleurs qui se battent aujourd'hui à Peugeot Citroën, qui rentrent dans leur 8e semaine de grève, eh bien, ils savent pourquoi ils se battent. Ils se battent pour essayer effectivement de ne pas être mis à la porte, mais ils se battent aussi pour leur dignité. Ils se battent pour pas justement être mis sur le carreau sans rien faire, sans réagir, en ayant l'air d'accepter cela. Ils se battent pour dénoncer cette injustice qui leur est faite et pour bien sortir la tête haute et en arrachant le maximum de ce qu'ils peuvent. Et quand je vais les saluer, eh bien c'est pour leur dire vous avez raison. Vous avez raison parce que justement le sort des travailleurs ne dépend pas d'un sauveur suprême, d'un homme providentiel. Non, il dépend effectivement du rapport de force que les travailleurs sauront imposer et instaurer. Donc entreprise par entreprise, et j'espère bientôt à l'échelle de la société. Merci Nathalie Arthaud d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. La suite du 22h avec à présent les débuts d'un projet colossal, le Grand Paris. Ce projet d'aménagement de la région parisienne prend forme petit à petit. Les transports sont au cœur de ce projet et un nouveau réseau de métro périphérique appelé le Super Métro, prévu pour 2030, devrait faciliter les déplacements. On parle d'une véritable révolution ferroviaire, une révolution qui se fera à coût réduit, oui, contexte de crise oblige. On voit tout cela avec Véronique Pagnon. Un métro géant, le Grand Paris Express, 200 km, 72 gares. Le projet phare du Grand Paris, confirmé aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault. La facture, 27 milliards. L'État soutiendra l'investissement à hauteur d'au moins 2 milliards. Les lignes seront lancées en parallèle. Les tronçons s'enchaînent les uns aux autres de manière continue. Les capacités d'ingénierie de nos bureaux d'études, de nos entreprises de travaux publics seront mobilisées pendant plus de 15 ans. J'en confirme devant vous la réalisation intégrale d'ici 2030. Une réalisation complète, l'annonce rassure les élus qui craignaient des reports importants des travaux. Certains déplorent un coût trop important pour l'État. C'est le cas de Philippe Dominati qui milite pour une concurrence accrue dans les transports parisiens. Il est probable que ce budget va encore exploser et que ce retard va encore s'accroître. À de mauvaises solutions, eh bien on a de mauvaises réponses. L'État contrôle ce système depuis un demi-siècle. Il y a 4 sociétés d'État, aucune des 4 n'est en mesure de payer les projets annoncés par les gouvernements les uns après les autres. À Champs-sur-Marne, le Premier ministre est allé plus loin en dressant les grandes lignes de la future métropole de Paris, susceptible de favoriser la construction de 70 000 logements par an.
Voilà, et ce projet de Grand Paris, rappelons-le, a été lancé par Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui fait justement son retour dans l'actualité avec des confidences dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. La figure du recours du héros providentiel refait surface à droite. L'ex-chef de l'État se voit ainsi, en tous les cas. Il estime qu'il pourrait être obligé pour la France de revenir en politique. On en parle dans un instant avec notre club d'éditorialistes. Mais d'abord, les faits avec Julie Hulin. Je serai obligé d'y aller, pas par envie, par devoir, uniquement parce qu'il s'agit de la France. Revenir si la situation politique l'exigeait, si et seulement si il y était contraint. Le résultat d'un entretien informel retranscrit sous forme de tranche de vie à paraître dans Valeurs Actuelles, dans la tête de Sarkozy. À l'intérieur, le quotidien de l'ancien chef de l'État, heureux, fier de sa nouvelle vie et affirmatif. Je n'ai pas envie d'avoir affaire au monde politique qui me procure un ennui mortel. Donc franchement, est-ce que j'ai envie de revenir? Non. La politique, c'est une question d'alchimie entre l'envie, le devoir et les circonstances. Des conditions qui ne seraient aujourd'hui pas réunies selon le vice-président de l'UMP. Mais même si la politique ne l'inspire plus, Nicolas Sarkozy se présente aujourd'hui comme l'homme providentiel, un étrange pied de nez à celui qui vient d'annoncer sa candidature pour 2017. La seule chose qui compte, Monsieur Bourdin, c'est qu'on ait un projet politique. On verra après quel est le mieux à même de porter ce projet politique. Mais est-ce qu'il s'impose à droite? Je ne vous réponds pas à cette question. La réponse est pourtant connue. Nicolas Sarkozy s'affiche aujourd'hui en tête des sondages, largement plébiscité par les sympathisants UMP et loin devant François Fillon. Et le club d'éditorialistes du mercredi soir avec nos invités que je vous présente avec plaisir. Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue Bonsoir, Philippe, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Avec nous également Carole Barjon, bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef au Nouvel Observateur. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Et on accueille ce soir avec un grand plaisir Charles, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Bonsoir Charles. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que Sarkozy va revenir, non? Il y a de ça aussi, mais parce que j'ai lu que vous êtes très recherché en ce moment. Oui, vous êtes recherché par Al-Qaïda. Vous êtes wanted, comme on dit. Vous figurez sur une liste de personnalités, comme d'autres, Salman Rushdie. Vous êtes en bonne place parmi les personnes les plus détestées par l'organisation terroriste. Oui, c'est plutôt sympa. Oui, ça a l'air de vous faire plaisir. Oui, et puis au Sénat, là, ça va, c'est oui, tranquille. On voyait votre sécurité, vous inquiétez pas. Alors on va parler de l'autre bonne nouvelle, pour vous, si j'ai bien compris. C'est le retour, peut-être, de Nicolas Sarkozy. Philippe Gouliot, dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, ce sont donc des propos rapportés. L'ancien président a fait publiquement part de son éventuel retour en politique. C'est la première fois qu'il sort de sa réserve. D'abord, pourquoi maintenant ? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi maintenant. On est quand même très loin de l'échéance présidentielle de 2017, voire de la primaire de 2016, à laquelle d'ailleurs Sarkozy ne veut absolument pas prendre parti s'il décidait de revenir. Donc pourquoi maintenant? Alors on peut penser qu'il y a un élément déclencheur, c'est la fameuse petite phrase de François Hollande au salon de l'agriculture en réponse à une petite fille qui lui dit « j'ai pas vu Nicolas Sarkozy » et où il répond « tu ne le verras plus ». Donc là, on peut penser qu'il a été piqué. Et puis on peut aussi, et peut-être surtout, penser que tout ce qui se passe à l'UMP, finalement, ne l'amuse pas beaucoup et qu'il a envie de tout de suite bien se rappeler au bon souvenir de ses camarades de l'UMP. Carole Barjon, c'est une manière détournée de faire une déclaration, c'est quand même une prise de position politique, une manière d'entrer dans la bataille. Oui, c'est un acte. Une manière détournée. Parce qu'il s'agit tout de même de confidence. C'est le statut de cet article, ça n'est pas une interview, c'est des confidences, des propos rapportés, comme on dit. Je vais juste préciser qu'on a joint évidemment nos confrères de Valeurs Actuelles qui nous précisent que tout ce qui est entre guillemets vient directement de Nicolas Sarkozy. Bien sûr, mais si vous voulez, je pense qu'on a tous fait des articles comme ça. Moi-même, en octobre, il y avait une couverture du Nouvel Observateur sur Sarkozy, où il y avait énormément de propos rapportés, et c'était tous ces visiteurs qui rapportaient. Là, on peut penser que probablement, il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire que probablement les journalistes, ont vu Nicolas Sarkozy, et que c'est sous forme de confidence. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy a quand même fait savoir largement qu'il ne s'exprimerait pas avant les municipales de 2014 au moins, donc c'est pas son calendrier pour le moment. Donc pourquoi est-ce que malgré tout il veut faire passer des messages? Je crois, pour reprendre ce que vient de dire Philippe,
qu'il s'agit aussi de montrer qu'il est toujours là, tout simplement. J'existe, et que, au fond, de faire vivre un peu son fantôme, si j'ose dire, ça bloque. Enfin, je pense qu'il y a une tentative de bloquer la montée en puissance de François Fillon. C'est exactement ce que nous dit Charb. Revenir pour battre la gauche, bof, non, je vais revenir pour faire... Voilà, vous pouvez tout lire. Philippe Gouliot, mais Nicolas Sarkozy dit s'il y a retour, il sera contraint et forcé par devoir pour la France. Il veut montrer qu'il a le sens du sacrifice, oui, mais il affiche quand même très peu d'envie d'y aller. Il souffle le chaud et le froid. Oui, alors on en revient à ce que dit Brice Hortefeux, cette concordance entre les circonstances, l'envie et le devoir. Et Brice Hortefeux dit qu'aucune de ces conditions n'est réunie pour l'instant. Alors c'est vrai qu'en disant qu'il n'a pas envie, en disant que le monde politique l'ennuie mortellement, il se place au-dessus du débat politique, et il se rappelle au bon souvenir, comme je disais. En fait, on a l'impression que depuis qu'il est parti de l'Élysée, il a semé des petits cailloux en permanence sur un chemin qui peut-être, espère-t-il, le ramène à l'Élysée. Il a fait ça depuis le début, et notamment cet été sur la Syrie. Jean-Louis ? Un petit point m'a frappé dans les propos rapportés, c'est ce qu'il dit sur le Mali. C'est là où il est le plus précis. C'est une affaire qui aujourd'hui ressemble à un consensus national, et lui, sur cette affaire, il dit qu'il n'est pas d'accord du tout, et il se situe bien sur le terrain important pour le chef d'État, chef des armées, et donc je comprends à travers ça qu'il n'a peut-être pas envie, mais la place de chef des armées sur un terrain aussi important que la question malienne, où il prend le contre-pied de ce qui se dit même dans ce qui est sa propre majorité, me paraissait significatif. Et Charb, oui, Hollande tranquille, j'ai changé le digicode de l'Élysée. Au cas où, Carole Barjon, vous dites que le duel Fillon-Sarkozy a déjà commencé et qu'il a commencé depuis longtemps déjà en vue de 2017. Oui, on sait très bien qu'en 2010, il y a eu, comment la question s'est posée de savoir si Nicolas Sarkozy allait changer de Premier ministre. Et à ce moment-là, Fillon a eu envie de prendre son autonomie. Il a finalement, et il avait eu quelques phrases en expliquant que Sarkozy n'est pas mon mentor, etc. etc. Bon, finalement, Sarkozy a décidé de le garder et Fillon a choisi de rester. Mais il était clair dès ce moment-là que... Il s'est battu pour rester. Pardon ? Oui, il s'est battu absolument, et il s'est battu pour rester. Il est clair qu'au moment où Sarkozy a engagé sa campagne présidentielle, il savait parfaitement que s'il perdait le successeur, enfin celui qui voudrait être son successeur à droite, ce serait François Fillon, et si Sarkozy gagnait, François Fillon aurait probablement également... Et ce duel est au cœur de votre livre à paraître bientôt. C'est bien cela, Sarkozy-Fillon. Votre livre à paraître bientôt, Sarkozy. Ça s'appelle Le Coup monté. Voilà. Et voilà. Ah, on n'en saurait pas plus. Alors François Fillon, Philippe Gouliot, n'esquive pas le combat avec Nicolas Sarkozy, on l'a entendu ce matin. Pour le moment, l'ancien Premier ministre se veut imperturbable. Mais dites-nous, comment va-t-il gérer cette émancipation, cette liberté nouvelle? La pression risque de monter très vite si retour il y a. Oui, ça risque de monter très vite, d'autant qu'on peut penser que Jean-François Copé utilisera cet argument. Parce que pour l'instant, c'est vrai que Nicolas Sarkozy est très populaire à l'UMP auprès des militants et qu'il est facile de se faire applaudir dans les salles en citant le nom de Nicolas Sarkozy. Donc si en septembre ou plus tard, au moment de la primaire ou d'ici là, il y a à nouveau un affrontement entre Copé et Fillon, le soutien à Nicolas Sarkozy sera un angle d'attaque de la part de Copé. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et en fait, Fillon a cherché comment se démarquer de Sarkozy. Et notamment lors de sa fameuse intervention à TF1, où il a cherché les mots pour le dire et où il l'a pas dit. Il les a beaucoup cherchés. Il les a tellement cherchés qu'il ne les a pas trouvés. Et qu'il a attendu dans Le Monde le lendemain pour dire qu'ils étaient au même niveau, ce qui était d'ailleurs... Et ensuite à son meeting, évidemment. Mais au meeting, il était plus à l'aise. Dans Le Monde, la formule « nous sommes au même niveau », évidemment, elle a fait grincer des dents à l'UMP parce que, il faut bien reconnaître qu'ils ne sont pas au même niveau. Oui, il y a un ancien président, un ancien Premier redoutable, ministre. François Fillon. Il nourrit ses ambitions de ses blessures, de ses meurtrissures, de ses frustrations. Il entend dire dans la bouche de Xavier Bertrand et d'autres qu'il n'est pas au niveau. L'ancien collaborateur ronge son frein.
C'est cela? Oui, moi je crois que Fillon, donc, qui est surnommé Courage Fillon, parce que c'est quelqu'un qui est toujours très prudent, etc. Mais je pense que Nicolas Sarkozy avait sous-estimé une chose, c'est que l'humiliation, ça peut donner des ailes et ça peut être un moteur très puissant. Et d'avoir été traité, qualifié de collaborateur lorsqu'il était à Matignon, ça je crois qu'il ne l'a jamais vraiment digéré. Et c'est maintenant, le rendez-vous maintenant est maintenant entre les deux hommes. La question c'est de savoir s'il y aura vraiment affrontement. Oui. En réalité, pas forcément. Parce que ça se passe avant. C'est une sorte de guerre de positionnement. Fillon d'évitement. Fillon explique qu'il n'y a pas de sauveur suprême, ce qui est évidemment une attaque directe contre Sarkozy. Mais en réalité, d'ici 2017, ils vont voir lequel monte en puissance et lequel s'impose, je dirais, presque naturellement. Et Jean-Luc Goubot, ce matin, François Fillon a aussi évoqué le projet. Tout n'est pas qu'une question de personne. Il a évoqué le projet et pour le moment, eh bien, l'un a été Premier ministre de l'autre pendant 5 ans. Est-ce qu'il pourrait y avoir véritablement des différences entre les deux hommes sur leur vision de la France? Des différences de fond et sur les questions qui me sont pour moi fondamentales, les questions économiques, il ne peut pas y en avoir. Il peut y avoir des différences dans la présentation des choses, mais il ne peut pas y avoir de différence sur le fond. Et le grand problème, ce sera même d'en construire un. Parce qu'en réalité, lorsqu'on lit les différents interviews, qu'on prend contact avec les gens de la majorité, de l'ex-majorité, on s'aperçoit qu'ils ont un gros problème, c'est que les socialistes font le job. Ils font le job où ils se préparent à le faire. En réalité, ce qui va se passer, c'est que la droite apparaît comme muette. Parce qu'une fois que vous avez dit qu'il y a un trop grand matraquage fiscal, qui est une réalité, il faut aussi ajouter que ce matraquage fiscal avait commencé et dans des proportions tout à fait équivalentes avec l'équipe Fillon. Bien entendu, ça a été démontré et archi-démontré. Une fois que vous avez dit qu'il y a trop de matraquage fiscal, eh ben, vous êtes un petit peu dépourvu par rapport à ce qui déjà s'est fait sur la compétitivité, ce qui va se faire aujourd'hui, enfin à travers le projet de loi sur la flexibilité, et ensuite le mouvement Copé dit qu'il est plutôt positif, cet accord. Voilà, ouais. et enfin ce qui va se préparer sur les questions des dépenses dans le budget 2014. Donc la droite est un petit peu démunie dans cette histoire. Où est l'opposition de droite sur la réforme à venir des retraites? Elle risque d'être d'accord avec les pistes du gouvernement. Oui, il va falloir qu'elle trouve effectivement les mots pour le dire là encore, parce que au fond, on a l'impression souvent que Hollande va faire ce que la droite aurait voulu faire. Et d'ailleurs, ça risque de poser beaucoup de problèmes à Hollande, et notamment avec l'aile gauche européens. C'est la social-démocratie. C'est la social-démocratie qui arrive à mener. On l'a déjà dit ici souvent, mais c'est ça qui risque de lui être reproché à Hollande. Mais la droite va peiner à trouver le bon ton. Oui, manifestement, je pense que c'est de l'aile gauche que vont venir les problèmes, parce que vous venez de prononcer le mot de social-démocratie. Je pense que justement à gauche, la question se pose de savoir si Hollande fait de la social-démocratie ou du social-libéralisme. C'est quand même aujourd'hui, c'est ça la question. Et pourquoi il y a un trouble à gauche qu'on peut comprendre, c'est que on a beaucoup parlé de flexi-sécurité. Dans flexi-sécurité, il y a deux jambes. Il y a la flexibilité, la souplesse, les licenciements plus faciles, etc. Il y avait aussi ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels, et notamment assortie forcément, obligatoirement, d'une grande réforme de la formation professionnelle pour que, justement, les gens puissent être formés, retrouver un nouveau... Or, ce volet-là... vous pensez qu'il y a une jambe plus forte? Il n'y est pas pour le moment. On dit qu'il va venir, mais pour le moment, il n'y est pas. Donc c'est vrai que cet accord, pour le moment, même si les CDD sont taxés, des choses comme ça... L'équilibre façon, je dirais, social-démocrate, justement, il n'est pas là. Vous voulez dire qu'il y a une jambe plus courte que l'autre? Voilà. Et d'où la question, est-ce que la gauche de la gauche est en passe d'être le premier opposant de France? Est-ce qu'il y a, Philippe Gouliot, une radicalisation de l'opposition de gauche?
Alors là, l'opposition, la gauche à l'extérieur du PS, ça c'est sûr. À l'intérieur du PS, ce qui est très troublant quand même, c'est que à la manifestation contre précisément l'accord et le projet de loi, il y a des députés socialistes qui sont allés, nous avons vu Jérôme des sénateurs. Enfin, ça c'est quand même assez nouveau que des parlementaires de la majorité aillent manifester contre le gouvernement. Oui, mais quand même, ça fait une petite musique. C'est très rare quand même. Alors je pense que la vraie radicalisation, elle viendra de Mélenchon. Et au fond, la bonne nouvelle pour François Hollande, c'est que cette manifestation, elle a fait plutôt un flop. Jean-Louis, regardez, on ne compte plus les phrases assassines et parfois très violentes de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre de François Hollande. On va regarder quelques pics de Jean-Luc Mélenchon. C'est un petit florilège, les voici. On est là jusqu'à minuit. Mais vous n'êtes pas bien là? Très bien. Ah bon, on reste alors. Regardez, il y avait François Hollande est aussi aveugle que lui sait, 100 jours pour presque rien, ça y parlait des 100 premiers jours de François Hollande. Hollande, un capitaine pédalo dans la tempête. Hollande également est un faux gentil et un vrai culbuto, ou encore dites-leur bonne année François à nos camarades, c'est ton maximum. Pour eux, c'était à l'occasion des vœux de la bonne année. Jean-Louis. Alors où ça va tout ça? Parce que c'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire, évidemment, ce sont des mots très forts, des phrases que l'on retient, mais quelle est la stratégie politique qu'il y a derrière là? En fin de compte, M. Mélenchon a l'air de se retrouver un petit peu comme la droite, c'est-à-dire que on est contre, mais quel est le projet qu'il y a derrière? Quelle est l'alternative qu'il y a derrière? Parce que on parle de la contestation de la gauche du Parti socialiste, mais quelle est l'issue de ces gens? Quelle est l'issue politique qui peut se présenter à eux? Et elle me paraît extrêmement faible. Et Charb pose cette question importante, y a-t-il encore des morceaux de gauche dans le PS? On les cherche. Carole Bargeon. Non, c'est vrai, la question, elle est celle-là, c'est celle du débouché politique. C'est que, bon, outre le fait que Jean-Luc Mélenchon... Qu'est-ce qu'il cherche à faire? À affaiblir le gouvernement, à affaiblir François Hollande? Ces attaques répétées de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il y parvient d'abord? Bah justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense que bon, Mélenchon a énormément de talent, il a des formules qui font mouche, des formules même qui peuvent tuer presque, enfin bon, mais en même temps, tout ce qui est excessif est insignifiant. Justement. Donc, est-ce que ce rapport de force à sa gauche ne peut pas, au contraire, Philippe Goullot, renforcer François Hollande et finalement renforcer son statut de social-démocrate réformateur contre, quelque part, des conservatismes? Oui, c'est possible, parce qu'il y a aussi quand même un problème pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que comme le disait Carole, il a beaucoup de talent, bon, c'est un tribun, on sait tout ça, le sens de la formule assassine, mais quelles sont ses troupes? Ses troupes, ce sont celles du Parti communiste. Combien de divisions? Attention, comme pour le Vatican, certains posaient la même question en Italie et pourtant il y a eu des surprises. Oui, il y a eu des surprises, mais malgré tout, on sait que le Parti communiste a une longue pratique des accords électoraux avec le Parti socialiste et que là, il y a quand même une échéance importante, ce sont les municipales et le Parti communiste ne peut pas prendre le risque de perdre ses mairies. L'erreur de M. Mélenchon, c'est de croire à cette idée que c'est un capitaine de pédalo. Parce qu'en fin de compte, Hollande est en train de nous démontrer le contraire. C'est-à-dire, effectivement, faire dévier... je ne sais pas, mais c'est pas cette espèce de chose flottante qui ne sait pas très bien où elle va. Il y a un choix qui a été fait. Croire évidemment que c'est un capitaine de pédalo, vous pensez qu'en soufflant dessus, il va changer de cap, mais pas du tout. L'idée, Hollande a pris un cap qui sait que s'il n'a pas le soutien, l'accord, ou bien d'une certaine façon la participation des entreprises, son quinquennat est raté. Et ça, il le sait. Il le sait. Et donc, et c'est un choix qu'il a fait, et je ne pense pas qu'il pourra en dévier, malgré les bons mots, les discours assassins qui se dirigent contre lui. Carole Bargeon. Je serais plus prudente, parce que on ne sait pas trop. Enfin, je veux dire, là, Hollande, quand même, dans les sondages, sa cote est extrêmement basse. Notamment à gauche. Notamment à gauche. Et donc, il ne peut pas se permettre non plus de se déshabiller totalement sur sa gauche. Donc, si vous voulez, je pense que il sera peut-être obligé de donner des gages si jamais la droite
reprend des couleurs. Et nous verrons, parce que comme l'a dit Philippe, nous approchons des municipales et que les communistes ont quand même besoin des socialistes. C'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est vrai dans l'autre sens. Alors, je vous propose à présent, comme tous les mercredis, notre revue de presse avec les hebdos à retrouver demain dans les kiosques et vos réactions à ces hebdos. On va commencer par cette une de l'Express, vous allez la voir, qui a suscité déjà la polémique ou en tous les cas un début de malaise chez certains et certaines. La voici, femme au pluriel, l'arme du sexe, avec le cas Marcella Yacoub et les nouvelles Amazones. On peut voir notamment les Femen. Alors, l'arme des femmes pour dominer, selon l'Express, c'est donc le sexe. La une et l'hebdo a été taxée de sexisme. Carole Barjon, votre réaction? La concurrence, fallait. Mais la voici. Oui, ça vous choque pas plus que ça, Charb? Pas plus que ça. On a fait un numéro spécial avec les Femen, elles sont rédactrices en chef de Charlie Hebdo, donc je vais pas m'opposer aux Femen. Mais on n'aurait pas mis Marcella Yacoub en une, quoi. Philippe Gouliot. Je sais pas. Femme, l'arme du sexe, en titrant sur le grand malaise des hommes. Bon, il n'y a que moi que ça non, peut on peut gêner se demander ce soir. ce qu'en aurait pensé François Giroud de la une de son journal. Bon, alors peut-être, Carole Barjon, on a changé depuis Christophe Barbier, qui est le directeur de la rédaction de l'Express, avait fait de grandes leçons de morale au Nouvel Obs à propos de sa une DSK et Marcella Yacoub. Et maintenant, il s'y met aussi. Qu'en pensez-vous? Je crois que la critique s'adressait au fait que c'était une cover, une DSK, plus que Marcella Yacoub. Bon, vous vous en sortez bien. Le Nouvel Observateur. Non, c'est la vérité. Allez, on va parler de vous. Le Nouvel Observateur à présent. Bon, on a appris aujourd'hui que votre journal ne ferait pas donc appel de la décision de justice qui a condamné l'hebdomadaire pour atteinte à la vie privée de DSK, ce qui explique cet encart. Et le directeur du Nouvel Observateur, Laurent Geoffrin, et le patron, votre patron, Claude Perdriel, s'expliquent dans l'hebdomadaire. Charb, vous avez un commentaire ce feuilleton? Quoi dire que je comprends pas comment le Nouvel Obs a pu se faire piéger comme ça par... C'était un piège? Oui, enfin, je comprends pas. Franchement, c'était ni une politique, ni une sociale, ni une marrante, ni... Enfin, je vois pas. Je vois pas l'intérêt. Mais la DSK, Yacoub et nous, c'est une partout. J'espère au moins qu'ils montrent les photos. Non, Jean-Louis, je ne pensais pas que vous alliez la faire. Vous l'avez faite. Je n'y crois pas mes oreilles. Le point en présent avec cette une consacrée à ceux qui, selon l'hebdomadaire, cassent la France. C'est plus sérieux. Arnaud Montebourg, je vous cite ce qui est écrit dans le point. Arnaud Montebourg, le procureur de Peugeot, Cécile Duflot, la ministre anti-progrès, Michel-Édouard Leclerc, l'étrangleur de PME. Chacun en prend pour son Ça grade. vous laisse pantois. Bon. Et non, juste Mohamed Merah, sinon... Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. C'est à découvrir demain. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. Merci Charles, je vous dis à bientôt. À bientôt. Faites attention à vous avec tout ce qui se passe. Ne t'inquiétez pas. La dernière page du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Météo France déclenche l'alerte rouge dans les Pyrénées-Orientales où plusieurs rivières sont en crue. Une automobiliste de 41 ans s'est noyée après avoir tenté de franchir un passage à gué interdit. 500 personnes ont été évacuées et 1000 autres sont sous surveillance. La sanction est tombée. Microsoft va devoir payer 561 millions d'euros à l'Union européenne. Sa faute, ne pas avoir respecté les règles de concurrence en imposant un seul navigateur aux utilisateurs de Windows. L'entreprise avait pourtant promis le contraire dès 2009. La décision d'aujourd'hui montre que Microsoft a commis une infraction en ne respectant pas ses engagements juridiques. Une telle violation est bien évidemment très grave et indépendamment du fait qu'elle soit intentionnelle ou non, cela demande une sanction. Microsoft, qui n'en est pas à sa première infraction, reconnaît ce soir son entière responsabilité et promet que ce qu'il considère comme une erreur technique ne se reproduira pas. Ils se présentent comme les martyrs de Yarmouk. Ces rebelles syriens ont enlevé aujourd'hui 20 observateurs de l'ONU qui étaient en mission sur le plateau du Golan entre la Syrie et Israël. Les combattants syriens demandent aux Nations Unies de faire pression sur Bachar el-Assad pour qu'il retire ses forces armées d'un village du Golan. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige de son côté la libération des otages.
Finalement, il n'y aura pas d'élection législative en Égypte le 22 avril prochain. Le tribunal administratif a décidé de les annuler car selon lui, leur convocation par décret du président Mohamed Morsi ne respecte pas la Constitution. Une victoire pour l'opposition qui comptait de toute manière boycotter un scrutin organisé dans un pays sous tension. Depuis 4 jours, en effet, des affrontements meurtriers opposent forces de police et manifestants à Port Saïd où se tient le procès du drame de football de février 2012. À peine parti du Vatican, Benoît XVI fait déjà la une des journaux People. À noter son changement de style, il a abandonné ses chaussures rouges, attribut du pape en exercice, et porte désormais une casquette. Chavez mort, ils sont nombreux les prétendants à vouloir hériter de son anti-américanisme. Pour Blake Bell du Courrier international, le Bolivien Evo Morales ou encore l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad seraient même plutôt intéressés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission Déshabillons-les. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir. Dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière. Il s'énerve, il énerve aussi parfois, tant il est hors norme dans le paysage politique avec ses colères, sa gouaille et ses coups de gueule, y compris contre son camp. Alors, à quel jeu joue Cohn-Bendit? Que penser de ces différentes facettes et quel bilan tire-t-il à l'heure où il annonce sa retraite d'Europe Écologie? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un ovni de la politique. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre bureau à Bruxelles. Alors nous, on fait beaucoup d'interviews de personnalités politiques, mais généralement, les personnalités sont derrière leur bureau. Et nous, quand on a préparé l'émission, on nous a dit « Ah non, Daniel Cohn-Bendit, surtout pas à son bureau, il déteste ça ». Alors c'est quoi, vous êtes allergique au bureau? Ou c'est l'idée même du bureau qui vous déplaît profondément? Non, je trouve ça assez ridicule d'être derrière un bureau, ça fait faussement sérieux. Alors, ou on est sérieux ou on ne l'est pas, mais je trouve beaucoup plus agréable d'être dans un fauteuil et de vous regarder et de vous parler. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez annoncé là, très très sérieusement que vous preniez votre retraite de la vie politique, en tout cas en 2014. Vous l'avez annoncé à 68 ans. Et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils pensent à 68, vous concernant, ils pensent plutôt à cette photo, cette image d'ailleurs que vous avez dans votre bureau. Alors vous avez déjà expliqué que vous viviez très bien avec avec le mythe de 68, on ne va pas revenir là-dessus. Mais la question qu'on se pose avec cette retraite annoncée à 68 ans, cette photo dans votre bureau, c'est est-ce que vous n'avez pas été un peu prisonnier du mythe de 68 quand même, de ce jeune homme-là? Non, pas du tout. C'est la femme de Gilles Caron qui vient de me l'envoyer. Et c'est mes collaboratrices qui ont trouvé ça drôle de me surprendre aujourd'hui avec cette photo. Ah, d'accord. Donc, en fait, elle est là pour la première fois. Voilà. D'accord, vous ne l'avez pas depuis des années, tous les jours? Non, pas du tout. Depuis des années, j'ai la photo de Jean-Paul Sartre. Donc, vous voyez, j'ai plein de choses qui ont sens ou pas de sens du tout. Comme j'ai pas annoncé d'ailleurs que je me retirais de la vie publique. Hein. J'ai dit que vous arrêtez votre activité. Non, j'ai dit que je ne serais plus candidat. Non, j'ai dit que je ne serais plus candidat. On n'a pas tout compris, d'accord. Je ne serais plus candidat à rien. Donc en 2014, je ne serais pas candidat aux élections européennes. Et que je ne parlerai plus au nom d'un parti. Mais j'interviendrai dans le débat public, mais en tant que moi. Voilà, différemment. Alors justement, parce que ce que vous avez dit, ça a été beaucoup commenté, tout le monde n'a pas forcément très bien compris la preuve. Alors je vous propose de revoir quelques images, justement, cette déclaration et puis d'autres images qui résument un peu vos relations pas toujours faciles avec les Verts français et Europe Écologie. Et c'est commenté par le politologue Daniel Bois. Je vous montre. Autour de l'UMP, etc., on a vu beaucoup récemment des gens qui déchiraient leurs cartes. Moi, je ne etc. déchire pas les cartes, j'avais jamais de cartes. Sur la
pointe des pieds, de manière assez discrète. Pas sur la pointe des finalement. pieds, puisque tout le monde le sait. C'est lui qui avait donné l'impulsion à Europe Écologie. Il n'est pas content de ce que c'est devenu Europe Écologie, parce qu'au fond, son projet à lui, d'origine, qui est une nouvelle forme du parti, c'est pas concrétisé. Alors, ceci dit, il n'a pas expliqué le mode d'emploi pour faire un nouveau parti, hein. Donc il y a cette déception. En même temps, c'est à la fois rationnel et émotionnel. Ça exprime, je trouve, cet esprit 68 art, où on n'aimait pas les organisations. Il y a quelque chose de ça qui ressort, je trouve. C'est vrai qu'il faut se souvenir qu'en 2009, après la victoire aux Européennes, c'est là que Daniel Cohn-Bendit donne l'impression de vouloir s'investir à fond dans cette nouvelle formation. Je vous montre. Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové, ce matin un trio vainqueur qui savoure son triomphe. Hier soir, le QG d'Europe Écologie était plein à craquer. Les responsables n'avaient pas prévu une telle affluence, mais surtout personne n'avait espéré un tel résultat. La joie se mêle à la surprise, alors qu'au fur et à mesure de la soirée, le score d'Europe Écologie augmente, pour finalement talonner celui du PS. Ce 7 juin, c'est le D-Day de l'écologie politique. Cette histoire d'amour, et je le maintiens, de ce rassemblement, elle peut continuer. Elle peut continuer si tout le monde prend ses responsabilités. Il est content, il est très content parce qu'il y a cette victoire, puis qu'il y a aussi l'idée qu'il a quand même réussi un truc qui était assez étonnant. C'est vrai, l'idée, elle n'était pas banale, quoi. Essayer de mettre ensemble ce courant des Verts un peu ancien, 1984, les Verts un peu enquistés dans un espèce de gauchisme, je parle des adhérents, pas des électeurs, et puis de l'autre côté, quelque chose d'assez différent, hein. Cette espèce d'autre courant oublié en route par les Verts, qui est le courant de l'environnementaliste. L'environnementalisme, pardon, Hulot et les autres, a priori, ils ne s'aiment pas tellement, quoi. Ils ne s'aiment même pas du tout. Donc le coup de force d'avoir réussi à faire prendre une mayonnaise avec ces deux composants, je comprends son bonheur, mais il va être de courte durée parce que la séquence est longue qui mène au présidentiel. Parce que les Verts, c'est pas toujours facile non plus. On voit que c'est un parti pas évident. On n'aime pas les têtes qui dépassent. Est-ce que lui, c'est pas la tête qui dépasse finalement, comme on le voit là chez les Verts? Oui, mais c'est pas la peine de la couper parce qu'il n'est jamais sur le trône. Il est toujours un petit peu en retrait, un peu à côté. Donc il s'arrange toujours pour qu'on puisse pas véritablement le détrôner, puisqu'il n'est pas dans les institutions. Et puis parce que dans le fond, les Verts l'aiment bien, ou en tout cas qu'ils ne peuvent pas le mettre dehors, parce qu'il représente quelque chose de symbolique. C'est vrai que tous les autres, à un moment ou à un autre, se sont fait couper leur tête, même les plus brillants, même les plus intelligents. Ben lui, on ne peut pas, parce qu'il n'est pas vraiment le roi. Il est toujours le fou, quelquefois. Donc on ne peut pas couper la tête au fou. Il est finalement revenu, détendu, après une après-midi d'école buissonnière à la plage. Mais Daniel Cohn-Bendit n'a pas changé d'avis. Il prend ses distances avec Europe Écologie. Dany Zorro qui tape sur la table, ça suffit, ça suffit. Pour les Verts historiques, il ne s'agit que d'un incident mineur. Une réaction temporaire qu'on pourrait appeler un petit peu le baby blues. Ce qui se passe à ce moment-là dans Europe Écologie Les Verts, c'est le moment le plus embêtant, le plus bureaucratique. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les choses en place de façon sérieuse, c'est-à-dire imaginer des statuts. C'est un problème de bureaucrate là qui est en train de se poser. Et lui, il se veut justement pas un bureaucrate. Donc il va bouder dans un coin pendant que les bureaucrates font leur boulot. Et en même temps, il n'a pas complètement tort, ma mère. Il dit, c'est le baby blues. C'est vrai, il a lancé ce truc-là, ça lui échappe, mais ça lui échappe parce qu'il veut pas l'élever ce bébé. C'est pas son problème. Il voulait le faire naître, mais il voulait pas lui donner le biberon. D'accord, et donc en même temps, il n'est pas très content que ça marche sans lui, alors c'est ça? Vous pensez qu'il y a une dedans, ambivalence? Dehors, toujours, dedans, dehors. Voilà, je veux pas le faire marcher parce que c'est ennuyé, mais si ça marche sans moi, je suis pas très content. Alors, c'est ce qu'on a beaucoup dit de vous, hein, en reprenant la revue de presse, du moins en France. Dedans, dehors, il veut pas, voilà. Et, là où il se trompe, c'est que ça marche pas. Il me dit, ça marche sans lui, il n'est pas content. Je suis pas content parce que ça marche pas. Si ça marchait sans moi, moi je trouve ça formidable. Vous savez, quand on a fait 16% en européenne et qu'on se retrouve à 2,2% en présidentielle et qu'on se retrouve quand même dans une situation où le crédit d'Europe Écologie dans la société est quand même au plus bas, on ne peut pas me dire qu'il n'est pas content parce que son enfant démontre son autonomie. Oui, ça c'était en 2010 quand Europe Écologie se crée, les statuts sont faits. Le problème c'est que quand on voit 2011-2012, j'ai eu raison. Ils ont cassé la nouveauté, ils ont cassé la dynamique, ils sont revenus à la case départ. D'ailleurs, écoutez, ceux qui parlent aujourd'hui, à part Cécile Deflot, qui a accompagné la campagne de 2009, que vous prenez comment il s'appelle, Jean-Vincent Placé et d'autres. Votre ami, je plaisante. Ils ont rien fait pour la campagne de 2009. Ils n'étaient pas là, ils étaient en vacances.
Ils étaient aux abonnés absents. Tout ça, ça avait se dépassé. Et d'ailleurs, Jean-Vincent Flassé a fait une très bonne déclaration en 2009. Il a dit oh, avec Danny Cohn-Bendit, on fait 8%, sinon on faisait 7%. C'est pas la peine de faire tout un tanamar pour 1%. Voilà. Manque de peau, on a fait 16. Vous avez fait 16, ouais. Oui, non. Et il y a deux choses dans ce que vous dites enfin, qui interpellent. C'est d'une part, quand vous citez Jean-Vincent Placé, c'est vrai qu'on a l'impression que vous entendez pas très bien, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes avec donc Jean-Vincent Placé. On a l'impression, quand vous dites, enfin, quand vous le citez, que vous ressentez de l'ingratitude à votre égard, que vous les avez trouvés ingrats. C'est pas de ingrats, l'ingratitude, c'est de l'ingratitude face à ce qu'on aurait pu être. Moi, ça m'est égal. D'accord, c'est pas perso, parce qu'on a l'impression souvent... Écoutez, hein, moi, je ne peux pas supporter une organisation où quand la secrétaire nationale montre son stylo à billes, moi, Cécile Duflot, regardez mon stylo à billes, je ne signerai jamais un accord avec le Parti socialiste s'il n'y a pas la sortie du nucléaire. Ils ont signé avec ce stylo à billes. C'est ma critique, c'est pas qu'ils aient signé, c'est péremptoire. Donc c'est cette culture politique que quoi, vous ne supportez plus parce que vous l'avez supporté des années? Non. Ouais, enfin, je l'ai supporté. D'abord, c'est pas vrai. Je suis venu la première fois, ma première campagne, c'était 99. Ouais, on va en voir un extrait d'ailleurs. 99. Et puis après, alors c'était pas le tel succès parce qu'on a fait que presque 10%. Hein, mais quand même, c'était un énorme succès à l'époque. Et puis après, on a déclaré, bon, maintenant, Danny peut rentrer. Ça y est, il a fait. Et c'est pas, je veux dire, peut-être qu'ils ont raison. Ils veulent être un tout petit parti qui n'a rien à dire. Ok. Alors, vous avez parlé de 99. On va revoir justement quelques images parce que c'est pour ceux qui ont un petit peu oublié. C'est vrai que Daniel Cohn-Bendit, après 68, vous repartez en Allemagne, vous y restez 30 ans et vous revenez en France. Alors, vous allez nous expliquer comment et pourquoi. En 1999, pour faire la campagne des Européennes, on revoit quelques images commentées par le sociologue spécialiste d'Europe Écologie des Verts, Erwan Lecoeur. Je vous montre. Cohn-Bendit voit décidément du vert partout, même si Dominique Voynet est habillé en bleu. Bref, ce soir, c'était le dernier grand meeting des Verts au Zénith, devant une salle surchauffée et un Daniel Cohn-Bendit un peu angoissé. Il en fera l'aveu. C'est mon premier meeting à Paris après mai 68. C'est ça. Daniel Cohn-Bendit avait été élu en 1994 par les Verts allemands au Parlement européen. C'est une vieille volonté pour lui. C'est un homme de l'Europe, c'est un franco-allemand, européen, européiste pourrait-on dire d'ailleurs, qui est devenu écologiste dans les années 80 et qui s'est fait élire par les Grünen allemands. Et il revient en 1999 en France pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Verts en France, qui participent au gouvernement, je le rappelle, on est au moment de la gauche plurielle ou majorité plurielle, Dominique Voynet est ministre et il est difficile pour une ministre je dirais d'être la tête de file d'une liste aux élections européennes. Mais c'est amusant qu'ils aient eu l'idée d'aller le rechercher, quoi, en fait. Alors, ce ne sont jamais tous les Verts qui vont chercher Daniel Cohn-Bendit. C'est toujours des gens qui ont intérêt à aller prendre ce trublion magnifique, un peu vert, un peu rouge, et qui joue quelque chose dans notre imaginaire collectif avec mai 68. Et donc, Noël Mamère et d'autres proposent à Dany Cohn-Bendit, est-ce que tu veux revenir pour les européennes? Ce n'est pas forcément ce qui va faire le plus plaisir à Dominique Voynet et ses amis, qui vont du coup se retrouver un petit peu pris en otage par Cohn-Bendit, qui fait sa campagne comme il le veut. Mais il y a aussi autre chose, c'est que dans un parti, il n'y a pas la place pour X leader. Et donc si Daniel Cohn-Bendit revient et qu'il devient un peu trop près du cœur des électeurs et des militants écologistes, eh bien, ses amis, notamment Noël Mamère, pourraient prendre le dessus sur les amis de Dominique Voynet. Vous voyez, chez les Verts, il y a toujours aussi des histoires un peu internes derrière tout ça. C'est ça, en fait, vous pensez, ils ont eu peur que vous preniez, c'est vrai que vous prenez bien la lumière, vous êtes une personnalité voilà, sympathique, médiatique, etc. Vous pensez que vous leur avez fait peur ou vous pensez finalement, comme le disait le politologue tout à l'heure, Daniel Bois, que finalement vous avez toujours été dans cette place un peu du fou et pas du roi et qui n'ont jamais voulu vous couper la tête à cause de ça? Ces Verts qui aiment couper les têtes. D'abord, c'est pas tout à fait vrai qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé et qui aiment toujours me couper la tête. Donc, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'être roi. Je veux dire, j'ai pas envie de diriger une organisation. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon tempérament. Ça ne m'amuse pas beaucoup et je trouve ça un peu complètement inutile. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est que dans cette, par exemple, campagne de 99, il y a eu de fortes tensions sur des sujets. Par exemple, moi, j'ai soutenu, disons,
l'idée d'une intervention au Kosovo et surtout en Bosnie. Après ce qui s'était passé, c'était Srebrenica et tout ça, et les Verts étaient pacifistes qu'ils étaient mal à l'aise avec mes interventions. Mais ce qui les a surpris, et tout le monde m'a prédit que ça serait une catastrophe électorale parce que une certaine électorat de gauche irait vers l'extrême gauche parce que justement... vous souteniez cette... Et puis au contraire, plus je parlais et plus ça avait du succès dans les meetings parce que les gens comprenaient ce que j'expliquais. Je crois, bon voilà, c'est vrai que... Et puis c'est vrai, il y a une paranoïa. Il y avait une paranoïa, d'ailleurs qu'on a retrouvée 10 ans après, qui est Dany vient et s'il fait un bon score, il veut prendre le parti. Ils n'ont jamais compris, et d'ailleurs Bois non plus, n'ont jamais compris que prendre un parti, ça ne m'intéresse pas. Que c'est pas ma manière de faire de la politique, c'est pas mon intérêt. Mais c'est vrai qu'après, en 2009, j'avais l'idée qu'on aurait pu faire tous ensemble quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on a raté. Quand je dis on, c'est aussi moi. Vous dites j'ai peut-être ma part de responsabilité, puis vous dites aussi... J'ai pas dit peut-être, j'ai dit j'ai ma part. Vous avez votre part de responsabilité, vous allez peut-être nous dire laquelle, même si vous êtes déjà revenu dessus. Et vous dites c'est inutile de diriger un parti, en même temps c'est extrêmement compliqué de dire on laisse faire les autres, on les choisit pas, on se met à l'écart. Enfin, à l'écart, on les laisse faire, et puis comment on peut faire? Est-ce que vous y avez... C'est tout à fait vrai. J'ai fait des propositions. J'ai fait des propositions de réorganiser, de rééquilibrer, d'avoir des personnes qui venaient, qui avaient du courant traditionnel des Verts et de personnes qui venaient d'autres courants et que ces personnes ensemble puissent justement diriger le nouveau parti, ça a toujours été refusé. C'est pas vrai que j'ai donné des idées comment rééquilibrer. Donc j'ai fait des propositions. C'est pas vrai. Mais j'ai perdu. Et vous dites j'ai ma part de responsabilité. En 2 mots, c'est laquelle est-ce parce que là, si vous avez pris cette décision là aujourd'hui... Non, cette décision de ne pas être candidat, c'est plutôt lié à une évolution personnelle, à des décisions personnelles.